Bonjour et bienvenue sur Mykonova. Nous sommes le 17e jour du mois de février 2025 et à la vitesse à laquelle Babylone s'effrite, je voulais remonter le temps et revenir à la base de cette partie de Monopoly à laquelle on est finalement tous obligés de jouer. Pour construire un nouveau monde, il sera primordial de s'intéresser à ce qui dysfonctionne dans l'ancien. Pour se libérer de nos chaînes, il faut les étudier de près et comprendre les moyens de notre servitude. Donc, on a décidé sur quelques épisodes de revenir sur les racines du mal. Après Big Pharma dans l'épisode 8, on va s'intéresser ce soir à la création des banques centrales, avec la reine des vipères, la fameuse réserve fédérale. Un sujet passionnant et riche en rebondissements, encore plus fou que ta série préférée, enfin si tu regardes encore la télé. Pour en parler ce soir, nous recevons Boris Bobo, l'auteur du livre 1999, le plus grand secret de l'humanité, ou comment deux Américains ont sauvé le monde libre et tous les êtres humains. Je mets le lien sous la vidéo. Et parce que le savoir ne vaut que s'il est partagé, vous pouvez aussi retrouver ces vidéos sur Odyssée, sa chaîne c'est 1999 le livre, ou encore avec Black Bond sur YouTube, c'est Black Bond PTV. Alors ouvrons ce 10e épisode d'Escape Game, illustré par notre invité lui-même en mode maître conférencier. Bonsoir Boris, comment vas-tu? Bonsoir Nicolas, bonsoir à vous deux. Merci pour l'invitation, je vais très bien et je suis impatient de passer ce moment avec vous. Alors, pour présenter rapidement l'histoire de la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, elle est souvent présentée comme une institution créée pour stabiliser l'économie et prévenir les crises financières. Enfin, ça c'est l'histoire à la Disney qu'on a essayé de nous vendre. En réalité, c'est un outil de contrôle financier entre les mains d'une élite bancaire privée, mettant en avant un thème selon lequel sa création en 1913 aurait servi les intérêts de puissants financiers internationaux plutôt que ceux du peuple américain. Alors ce soir, nous recevons Boris Bobo, qui est un grand spécialiste de la question. Bonsoir Boris, je te laisse nous expliquer tout ça. Je te remercie Fanny pour cette introduction tellement juste et tellement vraie. Et effectivement, ce soir, on va vous emmener à l'origine et à la création de la Fed, qui est important de comprendre pour comprendre ce qu'est la Réserve fédérale américaine, au-delà de l'aspect médiatique qu'on lui prête. Et justement, pour comprendre le rôle de la Fed et surtout son importance dans le contrôle des finances, tout d'abord américaines et ensuite mondiales, il faut s'arrêter par plusieurs moments clés qui ont permis en fait aux banquiers internationaux de petit à petit mettre la main sur les États-Unis et leurs finances avant plus tard d'étendre leur pouvoir un peu partout dans le monde par le biais justement de cette entité qu'est la Réserve fédérale américaine. Alors, certains des moments clés sur lesquels on va s'arrêter ce soir sont trois concepts qui sont vraiment importants pour comprendre comment la Fed a été mise en place. Le premier de ces moments clés est le concept de banque nationale aux États-Unis, qui précède largement la Fed et qui a permis aux banquiers de petit à petit, grâce à l'idée de vouloir créer une banque nationale aux États-Unis, d'imposer la capture de toutes les finances américaines et de la rendre privée. Le deuxième concept, ce sera celui justement de la privatisation de l'État américain avec l'année 1871 comme tournant, qui a marqué la création de la seconde constitution américaine et qui a mis en place la création d'une entité qui est devenue une entreprise privée pour gouverner le peuple américain. Ensuite, à partir de là, on va pouvoir avancer dans le temps et s'intéresser à l'année 1913 qui est l'année de la création de la Fed et comment cette création de la Fed a été un moment assez difficile pour les banquiers, mais qui est arrivé à son terme. Donc, on va commencer par le concept des États-Unis et l'idée de la création d'une banque nationale. Il faut savoir que les banquiers travaillent toujours leur plan avec beaucoup d'avance et la Fed n'y échappe pas. Donc, c'est un plan qui a commencé bien avant la création de l'entité qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Réserve fédérale. Et à la base, les banquiers voulaient imposer l'idée d'une banque nationale pour essayer de capturer toutes les dépenses américaines. Donc, de cette idée de vouloir créer une banque nationale pour capturer les dépenses américaines, il n'a pas fallu longtemps aux banquiers pour sauter sur les diverses opportunités qui se sont présentées devant eux, mais sans néanmoins quelques freins sur le chemin. Donc,
la loi sur la Banque nationale de 1864 a permis de mettre en place une charte fédérale et la supervision d'un système de banques connu sous le nom de banque nationale. Ces banques nationales vont venir remplacer deux concepts de banque nationale. Le premier qui est la First Bank of the United States, qui va aller de 1791 à 1811, et le second qui est la Second Bank of the United States, qui va aller de 1816 à 1836. Donc ces deux concepts de banque nationale sont très critiqués, notamment parce que 2/3 de leur part sont détenus par des intérêts britanniques. Alors ici, il faut reprendre le concept, il faut comprendre la situation dans laquelle sont les États-Unis à cette période-là. Ils viennent d'acquérir leur indépendance et ils sont toujours en proie à l'influence britannique qui veut absolument mettre la main sur cette nation. Les pères fondateurs se méfient énormément de la Grande-Bretagne et ne souhaitent pas voir l'influence britannique venir ruiner leur nation qu'ils viennent de mettre en place. Donc ces deux concepts vraiment n'ont pas beaucoup de popularité et font preuve de beaucoup de méfiance de la part des pères fondateurs et surtout des Américains. Donc cette deuxième banque des États-Unis sera supprimée grâce à un homme, Andrew Jackson, qui est le 7e président américain. Andrew Jackson ne fait alors pas confiance à ces banques et surtout aux banquiers en arrière-plan. Donc dès 1833, il va retirer tous les fonds fédéraux de la banque et le Congrès va se réunir dans ce qu'on appelle une panic session et censurer Andrew Jackson, censurer leur propre président, ce qui est alors à l'époque du jamais vu aux États-Unis. Malgré cette censure et la pression qu'il subit, Andrew Jackson tient bon. Et lorsque la charte de cette Second National Bank expire en 1836, celle-ci va devoir mettre fin à ses activités en tant qu'institution nationale. Elle va ensuite se rétablir en tant que banque commerciale dans l'État de Pennsylvanie, où elle va rester jusqu'à sa faillite en 1841. Grâce à ces actions, Andrew Jackson a été le seul président de l'histoire américaine à ramener la dette nationale à zéro. Et lorsqu'on lui demande plus tard quelle fut sa plus grande réussite, il répondra « J'ai tué la banque ». On lui attribue également cette citation devenue célèbre que vous voyez à l'écran, qui se traduit par « Si je vous laisse continuer ainsi, vous ruinerez 50 000 familles, et ce serait mon péché. Vous êtes un repère de vipères et de voleurs. J'ai décidé de vous vaincre, et par la force de l'Éternel, je vous vaincrai. » Ces mots sont prononcés par Andrew Jackson à propos des banquiers. Donc Andrew Jackson, pour revenir un petit peu à notre actualité et à une référence plus moderne, n'est autre que le président préféré de Donald Trump, et son portrait trône à nouveau dans le bureau ovale, comme ce fut le cas durant le premier mandat de Trump entre 2017 et 2020. Et tout comme Donald Trump, Jackson était un président populiste qui aimait profondément son pays et a toujours donné la priorité à l'Amérique. Il avait aussi un langage assez direct et grossier, et surtout il méprisait la classe dirigeante corrompue, malgré sa propre richesse, tout comme peut l'être Donald Trump. Andrew Jackson, durant ces deux termes, va être incroyablement ciblé et détesté par l'élite de Washington, D.C. Et encore une fois, je ne crois pas que ce soit une simple coïncidence que Donald Trump ait repris quelques-unes des phrases les plus célèbres d'Andrew Jackson que vous voyez affichées à l'écran, tant ces deux hommes se ressemblent de par leur parcours et surtout de par leurs actions. Donc après ce premier couac, les banquiers attendront le National Bank Act de 1864 pour reprendre leur marche en avant. Et ici, c'est encore tout aussi important de rappeler le contexte lorsqu'ils mettent ce National Bank Act de 1864. On est en plein milieu de la guerre de sécession, qui est la guerre civile américaine, lorsqu'ils tentent de reprendre la main sur le concept de banque nationale américaine. Donc le National Bank Act de 1864 devait permettre au National Bank de faire circuler une monnaie nationale qui était dite stable et uniforme et qui était garantie par des obligations au niveau fédéral. C'est les fameux bons porteurs. Cette loi
doit réglementer aussi les exigences minimales en matière de capital des banques nationales, le type de prêts qu'elles peuvent consentir et surtout les réserves qui doivent être détenues contre les billets et les dépôts. C'est le fameux système de réserve fractionnelle qu'utilisent à très mauvais escient aujourd'hui les banques. Donc la loi de 1864 n'interdisait pas aux banques d'État d'émettre leur propre monnaie, mais le Congrès a d'emblée imposé une taxe de 10% sur les billets d'État, ce qui a éliminé une telle concurrence au niveau de la monnaie. Et on va voir tout au long de l'émission que le but des banquiers ou la stratégie des banquiers pour pouvoir justement mettre la main sur toutes les dépenses américaines est d'essayer d'attraper la planche à billets. Donc, en résumé, dans cette première partie, on voit que les banques nationales, qui sont des entités privées, ont remplacé l'idée d'une seule banque nationale qui était censée servir la nation. Et elles ont petit à petit fait passer les dépenses et les dettes publiques entre les mains du secteur privé, et ce n'est qu'une première étape dans la mise en place de la Fed. Maintenant, on va s'arrêter sur un autre moment clé qui est extrêmement important pour comprendre l'origine de la Fed. Et c'est 1871 et la création de United States Inc. Donc, à l'origine, la stratégie et l'obsession des banquiers est de transformer les institutions publiques en entités privées, tout en gardant en façade, en fait, cette image ou cette illusion d'une institution publique, mais qui opère comme une entité privée. Donc, cette stratégie va être systématiquement appliquée sur plusieurs décennies à toutes les institutions américaines, mais on va voir également que la République d'origine ne va pas y échapper. Donc, pour cela, les banquiers vont profiter du chaos qu'ils vont créer avec la guerre de sécession pour commencer à mettre la main sur les États-Unis en la transformant en entreprise privée, donc en 1871. Il faut savoir que la création de United States Inc. commence plus de 10 ans plus tôt, avec la guerre de sécession ou guerre civile américaine. C'est l'un des événements les plus marquants de l'histoire des États-Unis. Donc cette guerre, pour résumer, qui se déroule entre 1961 et 1965, a pour thème l'abolition de l'esclavage, que souhaite ardemment Abraham Lincoln, qui vient d'être élu en tant que président en 1960. Excuse-moi, Boris, je voudrais, si tu permets, je vais te couper un tout petit peu parce que je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent d'appuyer vraiment fort sur la création de la United States Inc. En 1871, parce que c'est là un peu, c'est là que commence en fait le début de notre mise en esclavage. Et je rappelle ce que tu as dit tout à l'heure. J'appuie là-dessus sur le pacte des pères fondateurs qui était de ne jamais emprunter d'argent au cartel des banquiers internationaux dirigés par les Rothschild à l'époque. Et donc là, ce que tu vas nous expliquer, c'est vraiment comment ils ont fini par se servir de la guerre de sécession pour arriver à leur fin. Voilà, je voulais appuyer un peu là-dessus pour insister pour les gens qui nous écoutent. Merci, excuse-moi de t'avoir coupé. Oui, tu as raison, et c'est un très bon point, Fanny. Tu as raison d'insister dessus, parce qu'encore une fois, il faut toujours comprendre le contexte lorsque ces divers événements se produisent. Les Rothschild qui contrôlent les finances depuis 1812, les finances européennes, grâce à Nathan de Rothschild qui a entre guillemets pris le contrôle de la Banque d'Angleterre et qui veulent absolument mettre la main sur les États-Unis. Les États-Unis le savent. Il y a une guerre d'ailleurs aux États-Unis, celle de 1812, qui est en lien direct avec ces événements. Donc, les Américains sont extrêmement méfiants de tout ce qui peut venir d'Europe et de tout ce qui peut venir de ces banquiers. Et c'est important de comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouve la nation américaine vis-à-vis de ces banquiers et les différents événements qui vont se produire, parce que ils sont tout aussi importants que les événements en eux-mêmes. C'est vraiment le contexte. Et la guerre de sécession n'y échappe pas. Et cette guerre est en fait, vous allez le découvrir, est un coup des banquiers européens pour essayer encore un peu plus de mettre la main sur les États-Unis. Donc, à l'origine, comme je disais, Abraham Lincoln, lui, veut absolument abolir l'esclavage.
Il en a fait l'une de ses priorités lorsqu'il est élu en 1860, mais il va se heurter à une coalition. Et justement, cette coalition va venir des États du Sud. Donc, c'est les États-Unis à ce moment-là vont être séparés en deux, avec au nord l'Union qui comprend tous les États qui sont en faveur de l'abolition de l'esclavage et qui seront dirigés par Abraham Lincoln. Et au sud, on va avoir les anti-abolitionnistes qui sont, eux, réunis sous la bannière des Confédérés et qui sont dirigés par Jefferson Davis. Donc, pendant cette guerre, justement, les banquiers reviennent à la charge et ils financent déjà les Confédérés. Ils vont proposer également à Abraham Lincoln, qui a besoin d'argent pour gagner ce conflit, un prêt avec des intérêts exorbitants de 24 à 36% pour pouvoir tenter de mettre le grappin sur les États-Unis. Mais Abraham Lincoln, sachant très bien à qui il a affaire, comme tu l'as expliqué si bien, Fanny, va refuser. Et au lieu de ça, il va faire imprimer 450 millions de dollars de greenbacks, qui sont des biens imprimés en verre au dos et qui ne sont pas garantis par de l'or ou de l'argent, mais simplement par la crédibilité du gouvernement américain. Et le point le plus important de ces billets, c'est qu'ils sont sans intérêt. Et cette décision va lui permettre de garder le contrôle constitutionnel sur la circulation monétaire et la fameuse planche à billets dont je vous parlais. Et cette action, couplée au fait qu'il va demander l'aide d'Alexandre II de Russie, qui va accepter, vont lui garantir la victoire dans ce conflit qui est littéralement, c'est une question de survie à ce moment-là pour la nation américaine, qui est extrêmement déterminante. Donc, malheureusement, ces actions vont également le placer un peu sur la hit list des banquiers internationaux, qui se rendent alors compte qu'un gouvernement qui serait un peu souverain et qui imprime de l'argent papier sans intérêt risque de briser l'hégémonie de leur entreprise de prêt qui est prospère à travers le monde. Et donc, pour toutes ces actions et son patriotisme, Abraham Lincoln sera assassiné par John Wilkes Booth le 14 avril 1865. Et maintenant que Lincoln est hors d'état de nuire, la mise en place de United States Inc. va pouvoir reprendre. Donc, les banquiers vont, à partir de 1864, exploiter certains des actes signés par Abraham Lincoln durant la guerre de sécession, notamment deux qui sont très importants, qui sont l'Executive Proclamation 1 et l'Ordre général 100, pour essayer d'articuler leur nouvelle stratégie d'usurpation. Ils vont vraiment changer de stratégie. Au lieu de financer des conflits pour essayer de prendre une nation, ils vont essayer d'utiliser la tromperie et l'usurpation pour essayer d'arriver au même but. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Executive Proclamation 1, c'est un décret qu'a signé en 1861, au début de la guerre de sécession, Abraham Lincoln, pour déclarer une urgence nationale et donc commandé exclusivement par pouvoir exécutif. À l'époque, il en a besoin en fait pour pouvoir déclarer la guerre parce que le Congrès s'est ligué contre lui et a déserté l'Assemblée sans convenir d'une date de retour. Techniquement, c'est ce qu'on appelle un sine die. Et cette action l'empêche de pouvoir déclarer la guerre. Et il se trouve face à une crise constitutionnelle. Donc, il signe ce premier ordre, l'Executive Proclamation 1, à ce moment-là. L'autre élément important, c'est l'Ordre général 100, ou qu'on appelle aussi le Labor Code, qui est l'ordre exécutif qui va signer en 1863, en plein milieu de la guerre de sécession, pour étendre le pouvoir juridique du district de Columbia à l'ensemble du pays en cas de guerre. Et il faut se rendre compte encore une fois à l'époque que le district de Columbia n'avait aucun pouvoir juridique dans les autres États. Et justement, ce General Order 100, qui est aussi connu aujourd'hui, très très connu mondialement sous le nom de Labor Code, Frédéric en parle souvent parce que ce Labor Code est resté en vigueur pendant très longtemps aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ce Labor Code va être la façon dont les banquiers vont garder perpétuellement les États-Unis en état de guerre pour pouvoir étendre les pouvoirs juridiques du district de Columbia. Et c'est très important parce que ça va vraiment avoir des répercussions sur plus de 150 ans aux États-Unis. Donc, des années après la guerre de sécession maintenant, vu que Lincoln est hors d'état de nuire, ce Labor Code est toujours en vigueur. Le Congrès va se réunir et va passer une loi en 1871 qui
qui est connu sous le nom de The Act, ou Acte de 1871. À l'origine, cette loi se présente comme étant une loi de réorganisation et donc qui vise à fournir en fait un gouvernement municipal au district de Columbia. Mais en réalité, cette loi va étendre le pouvoir de l'acte à l'ensemble du pays grâce justement au Labor Code qui est toujours en vigueur, qui n'a jamais été arrêté depuis le décès d'Abraham Lincoln. La petite subtilité, c'est que ce gouvernement est légèrement différent. Il est structuré comme étant une entreprise avec des capitaux qui sont détenus par des actionnaires étrangers. Et il se nomme United States, tout en majuscule. Donc cette nouvelle entité va également adopter une nouvelle constitution qui va garder à peu près le même nom que la constitution d'origine en changeant simplement un mot dans le titre. Donc au lieu d'avoir constitution pour les États-Unis, on va avoir constitution des États-Unis. Un simple mot. Donc, l'acte de 1871 a permis la création de l'entreprise United States Inc. avec une seconde constitution qui porte presque le même nom que celle d'origine, mais dont le contenu est largement différent et qui gouverne tout le pays par le biais du commerce. Un des éléments clés qui est retiré de cette nouvelle constitution est l'amendement qui s'appelle Title of Nobility. Et cet amendement, il est extrêmement important. Comme je vous le disais, il faut comprendre le contexte. Les pères fondateurs et les présidents qui les ont suivis se méfient énormément de tout ce qui pouvait venir de Grande-Bretagne. Ils avaient mis ce 13e amendement, l'amendment Title of Nobility, dans la Constitution pour empêcher quiconque avait un titre de noblesse de pouvoir occuper une fonction gouvernementale. C'était pour se prémunir des agents britanniques qui, sous le nom de esquire ou avocat, venaient et pouvaient occuper des fonctions aux États-Unis tout en travaillant, parce qu'il faut savoir que tout avocat prête allégeance à ce qu'on appelle the crown, donc à la couronne d'Angleterre, et pouvait infiltrer le gouvernement américain. Donc, cet amendment Title of Nobility, il est retiré. Et si aujourd'hui cet amendement était toujours présent sur la Constitution, je crois qu'à peu près, on va dire 80-90% du Sénat serait illégitime, parce que vous remarquez que la plupart des sénateurs sont aussi des avocats, donc des agents de The Crown. Et retirer cet amendement était d'une importance capitale lorsque les banquiers ont repris la main sur, en tout cas, la destinée des États-Unis. Et cette distinction de la création de United States Inc. n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une distinction qui a été reconnue assez rapidement finalement après sa création. Donc dès 1889, ce cas de la création d'une entité qui vient remplacer la République d'origine est reconnu jusqu'au niveau de la Cour suprême des États-Unis. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la création de cet acte de 1871, une excellente ressource, en tout cas celle que je préfère, c'est le livre qui s'appelle Cooperative Federalism de Gerald Brown. Et c'est une ressource qui est extrêmement complète, qui détaille les différents cas, notamment juridiques, qui sont venus reconnaître l'existence de United States Inc. Donc, United States Inc. est un jalon important dans la création de la Fed. Et encore une fois, il faut reprendre le contexte et comprendre la stratégie des banquiers, qui est une stratégie sur le long terme. Ils ne font pas les choses juste sur une décennie. Ils le font sur plusieurs décennies parce que leur objectif est très large. Et la privatisation de l'État américain correspond à un jalon important, parce qu'à partir de là, ils vont pouvoir avoir le nécessaire pour articuler la privatisation justement du système bancaire et surtout reprendre la main sur la planche à billets, qui est vraiment le point qui les intéresse le plus dans toute cette stratégie. Donc on va essayer de faire un petit saut dans le temps maintenant, pas très loin, mais un petit saut quand même. Et on a quitté les États-Unis donc en 1871 avec la création de United States Inc. Et là, on va les retrouver un peu plus de 40 ans plus tard, un peu avant 1910. Donc les États-Unis sont maintenant une entreprise privée sous leur nouvelle forme de United States Inc. Ils sont une économie en pleine expansion grâce notamment aux industries du pétrole, du rail, de la métallurgie et du textile.
Donc le gouvernement a réussi à vendre assez de bons aux porteurs, qui sont des obligations pour faire fonctionner le pays et cette nouvelle économie croissante. Le remboursement de son prêt au cartel des banquiers est dû pour 1912. Donc cette période de 1871 à 1910 voit également l'émergence de grands industriels et financiers qui ont façonné l'économie américaine moderne. Beaucoup de ces fortunes vont ensuite servir à financer des œuvres plus ou moins philanthropiques, on va dire, mais surtout à créer des institutions qui sont encore influentes aujourd'hui. Parmi certaines de ces fortunes, on peut citer John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan ou encore Henry Ford. Donc en poursuivant la politique des banquiers internationaux et en étant aidés par les agents politiques de ce même cartel de banquiers, certains de ces magnats de l'industrie souhaitent mettre la main sur le système monétaire américain tout entier en créant une entité qui serait le gestionnaire de la politique monétaire des États-Unis et surtout à plus long terme du monde entier. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure et je l'ai abordé brièvement, mais les États-Unis sont également engagés parallèlement dans des prêts bancaires domestiques et internationaux avec la couronne d'Angleterre qui ont des échéances respectives de 7 et 70 ans. Et l'un de ces prêts, justement, arrive à échéance en 1912. Donc, durant les années qui vont précéder la création de la Réserve fédérale américaine, les Rothschild via JP Morgan mettent la pression sur le marché américain en créant, entre autres, la panique bancaire de 1907. Cette opération va leur permettre de faire couler les banques qui leur sont hostiles et de sauver celles qu'ils souhaitent. L'une des banques qui fait face à la faillite durant cette période est la principale banque de l'entreprise United States Inc., qui est la National City Bank of New York. En mettant ainsi la pression sur l'entreprise United States Inc., les banquiers ont un plan précis en tête. C'est d'obtenir plus de pouvoir sur les États-Unis. Donc, en anticipation de la faillite prochaine de United States Inc., les familles les plus influentes de la planète vont se réunir secrètement en novembre 1910 à Jekyll Island en Géorgie. Donc, ces familles qui composent le cartel des banquiers souhaitent discuter de la faillite à venir de l'entreprise United States Inc. et également trouver des solutions pour éviter de futurs problèmes de liquidité comme ce fut le cas en 1907. Donc, certains des membres qui vont assister à cette réunion vont inclure le sénateur Nelson Aldrich, Paul Warburg, des représentants de JP Morgan et Jacob Schiff, qui représente la famille Rothschild. Donc, voici un peu leur plan lorsqu'ils se réunissent. Ils veulent proposer une extension de 20 ans supplémentaires sur la dette nationale, qui n'est autre que le prêt à l'entreprise United States Inc. Si le gouvernement accepte de créer une banque centrale privée qui va, soi-disant, servir de recours pour secourir les banques en cas de défaillance. Et ce qui va se passer, c'est qu'une semaine plus tard, ils en ressortiront avec ce qui va être plus tard appelé le système de réserve fédérale. Mais ces banquiers ont un problème. Le président Taft, qui est alors en place, n'aurait jamais accepté de donner le système monétaire américain à ce cartel de banquiers privés en mettant en place la Réserve fédérale américaine. Donc, ils vont devoir patienter jusqu'à l'élection de leur poulain Woodrow Wilson, qu'ils auront même choisi et financé en 1912, sur la promesse qu'ils signeraient le Federal Reserve Act. Mais une fois qu'il est élu, les choses vont se compliquer pour Woodrow Wilson. Beaucoup de puissants américains, parmi les plus influents, restent catégoriquement opposés à cette idée. Ils savent que s'ils signent le Federal Reserve Act, ça va signifier la fin du contrôle de la monnaie américaine par les États-Unis. Du coup, pour neutraliser cette résistance à la mise en place de la Réserve fédérale américaine, JP Morgan décide alors d'inviter tous les principaux opposants à la création de la Réserve fédérale pour un voyage à bord du nouveau fleuron de sa flotte qu'il vient tout juste de construire, le Titanic, via son entreprise White Star Line. JP Morgan va ordonner à lui-même au capitaine du navire de foncer dans un iceberg et les principaux opposants à la Réserve fédérale seront retenus en otage avec armes durant la panique qui va suivre, les empêchant de monter à bord des canots de sauvetage. En une seule manœuvre,
JP Morgan vient de se débarrasser alors de tous les opposants à la création de la Réserve fédérale américaine. C'est important. Excuse-moi, Boris. C'est vraiment important ce que tu dis parce que tu as commencé ton propos en disant qu'il ne prévoit pas sur du court terme, mais sur de très très long terme. Et effectivement, je pense que les capitales là, que les gens comprennent que c'est comme une partie d'échecs qui se joue sur des années. Si on regarde bien, on a commencé avant la guerre de sécession dans les années 1870. Et là, on est en 1912-13 et le plan est toujours en train de se dérouler. Et le fait que ce soit aussi un cartel indépendant privé, donc qui dépend pas d'une élection, etc. Donc ils ont tout le temps pour mettre en place cette machination démoniaque, hein, on peut dire ça comme ça. Et on voit comment sur le long terme tout est prévu, ils ont des coups d'avance. Et c'est important de comprendre ça parce que aujourd'hui encore, on fait les frais de cette machination. Voilà, je voulais juste un peu appuyer là-dessus. Je te remercie. C'est très important aussi. Je peux être d'accord avec ce que tu dis parce que il faut comprendre les différents niveaux auxquels on a affaire. On a bien sûr la sphère publique qui est celle sur laquelle on vit tous les jours. Hein. Donc, on voit les élections, les cycles qui ont à voir avec ça. Et pour comprendre un peu plus l'idéologie des contrôleurs. Leur plan n'est pas nécessairement d'avoir du pouvoir. Ils en ont plus qu'assez. Ils en ont plus qu'à ne plus savoir quoi en faire. Ils ont d'autres plans. Et ces plans, ce ne sont pas des choses qui se font sur une décennie. Ce sont des choses qui parfois se font sur des centaines d'années. Si on remontait un peu plus loin dans l'histoire, on pourrait retrouver des cas où, notamment avec le Vatican, ils ont mis plus de 300 ans à mettre certains de leurs plans à exécution. Et je crois que c'est très important de comprendre ça pour comprendre pourquoi ils ont une obsession constante à essayer de contrôler les choses à chaque virage. C'est parce qu'ils ont un plan beaucoup plus important et jusqu'à aujourd'hui, comme tu le disais, on est des fois un peu groggy par tout ce qu'ils peuvent nous proposer, mais ils ont des idées qui sont beaucoup plus larges que simplement le fait de gagner une élection, d'avoir le contrôle sur un pays. Leur ambition est de contrôler le monde et c'est clairement quelque chose qu'on peut voir point par point, notamment avec la création de la Fed. Donc, justement, lorsque JP Morgan invite tous les opposants de la Fed, il va vraiment se débarrasser à l'époque d'une opposition qui est extrêmement critique. Parce que cette opposition, c'est une opposition qui a également du pouvoir aux États-Unis. C'est l'opposition de tous les autres riches de l'époque, entre guillemets, à la mise en place de leur Fed et de la privatisation de l'économie américaine. Et lorsqu'il crée le Titanic, il le construit, hein, parce qu'il a fallu plusieurs années pour le construire. L'objectif de ce Titanic, à l'origine, est déjà plus ou moins de venir se débarrasser de tout ce qui pourrait être opposition à leur plan. Et c'est ça qui est assez hallucinant à voir. C'est les moyens qu'ils peuvent mettre parfois à vouloir mettre en place certains de leurs agendas. Et justement, donc, à bord de ce Titanic, il y a 3 des hommes les plus riches du monde à cette époque qui sont catégoriquement opposés à la création de la Fed et qui vont périr dans le crash de ce paquebot, qui sont Benjamin Guggenheim, Isaac Strauss et John Jacob Astor, qui vraiment posaient un problème majeur à la mise en place et à la signature surtout du Federal Reserve Act pour lequel on avait élu Woodrow Wilson. Donc, lorsque ces hommes disparaissent, on arrive une année plus tard en 1913 et les États-Unis ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Donc, leur dette nationale qui est aujourd'hui irremboursable, du moins en 1913, c'est déjà le cas. Et donc, ils se voient refuser un nouveau crédit dans ce bras de fer avec le cartel des banquiers. À ce moment-là, les États-Unis sont une fois de plus au bord de la faillite et surtout d'une nouvelle crise constitutionnelle. Sans aucune autre source de financement possible, Woodrow Wilson va signer le Federal Reserve Act et pour éviter toute opposition, le sénateur Nelson Aldrich fait passer cet acte discrètement parmi les 2 chambres du Congrès américain un 23 décembre 1913 pendant que la plupart des sénateurs sont en vacances de Noël. Le président Wilson va ensuite signer cet acte en tant que loi et il admettra lui-même plus tard, à propos de cette signature,
j'ai soi-disant involontairement ruiné mon pays. Donc, grâce à, en tout cas, cette machination et à cet enchaînement d'événements, les États-Unis vont pouvoir obtenir une extension de 20 ans supplémentaires sur leur emprunt. Par contre, en contrepartie, les États-Unis viennent de perdre le contrôle essentiel qui est celui des clés de l'imprimante à billets. Et à partir de là, leur dette nationale va grimper en flèche. Donc, désormais, le gouvernement fédéral doit payer en fait un intérêt de 6% sur l'argent qui est imprimé par la Fed. Et pire que ça, cet argent, en fait, cette dette ne peut jamais être remboursée pour 2 raisons. Donc, tout d'abord, la Réserve fédérale va requérir un remboursement de toutes les dettes en or, chose que le gouvernement ne possède pas en assez grande quantité à l'époque. Pire, la partie de cette dette que représente l'intérêt n'est pas comprise dans l'argent qui est mis en circulation. Donc, si vous voyez un petit peu le schéma que je vous ai mis ici, vous avez le principal plus les intérêts et ensuite il y a un autre intérêt sur l'intérêt. Donc, il y a un intérêt de 6% qui est appliqué sur l'intérêt original de 6%, ce qui va augmenter constamment la partie de la dette que représente l'intérêt. Ce mécanisme va créer une dette perpétuelle qui est tout simplement impossible à rembourser. Excuse-moi, je voulais juste appuyer sur ce que tu dis. C'est à partir de ce moment-là, en réalité, que la dette, c'est là qu'on comprend que la dette devient un outil de domination. Et comment la création de la dette publique devient un mécanisme d'asservissement pour le peuple, qui explique que le gouvernement américain s'endette, du coup, ce que tu viens d'expliquer, auprès de la réserve fédérale, qui prête de l'argent avec intérêt, ce qui oblige les contribuables à rembourser des dettes perpétuelles. Et ce qu'on peut qualifier d'un vol légal, mais d'un vol. Oui, exactement. Et je crois que c'est un des Rothschild qui expliquait, je n'ai plus en tête exactement la citation, mais il expliquait que donnez-lui le contrôle de l'impression monétaire en gros, et il se fout de savoir qui fait les lois dans un pays parce que finalement le vrai contrôle se situe à cet endroit-là. Et c'est très bien ce que tu as expliqué, c'est que on nous fait participer à un système ou on va dire un contrat social avec une nation, mais en oubliant de préciser ce genre de mécanismes qui vont forcément nous prendre dans notre sueur, dans notre labeur, pour des intérêts qu'on a à l'origine pas souhaités, ni avec lesquels on a contracté. Donc c'est du vol légalisé, mais c'est du vol quand même. Donc justement, il faut que quelqu'un paye la facture et c'est là où les banquiers sont pas bêtes. Ils ont prévu leur coût sur la création de cette Fed. Ils vont couvrir le paiement de cet intérêt en passant une loi en amont en fait de la création de la Réserve fédérale, une loi pour prélever un impôt sur le revenu de chaque Américain. Cette loi va s'appeler l'Income Tax Legislation et elle devient loi en 1913 avec la ratification de ce qui est connu aujourd'hui sous le nom du 16e amendement, qui s'appelle aussi le Income Tax Amendment. Il a une importance capitale, ce 16e amendement. Donc, il faut noter que cet amendement est inscrit dans la seconde constitution créée en 1871 et non dans la constitution originale, pour la simple et bonne raison que cet amendement est contraire à l'article 1, section 9, clause 4 de la constitution originale des États-Unis, qui indique, comme le voulaient les pères fondateurs, aucune taxe de capitation par tête ou autre taxe directe ne sera imposée à moins qu'elle ne soit proportionnelle au recensement indiqué ci-dessus. C'est-à-dire que, à l'origine, les pères fondateurs étaient catégoriquement opposés à l'idée d'une imposition, d'une taxe directe sur les Américains. Et c'est là où la création de United States Inc. va devenir important dans le fait de passer ce 16e amendement. Donc, techniquement, en fait, il n'a jamais été ratifié parce que la plupart des sénateurs au niveau du Congrès avaient compris que celui-ci violait justement la Constitution d'origine. Ils vont le mettre en place en agissant en tant que conseil d'administration de l'entreprise United States Inc. Donc, ce groupe de puissants sénateurs va simplement outrepasser le pouvoir du Congrès pour entrer cet amendement sur la seconde constitution comme étant ratifié.
Et c'est là où vraiment ça devient un peu, ça peut devenir un peu plus complexe à comprendre, mais on a deux notions de nation qui se chevauchent aussi à ce moment-là, à savoir celui de la République d'origine, donc d'un point de vue d'un aspect public, et surtout en fond, celui de cette entreprise privée qui, lui, détient à ce moment-là le pouvoir sur la République d'origine. Donc, cet amendement, il n'a rien à voir avec la Constitution originale et justement la confusion qui va régner par rapport à l'income tax legislation va permettre de mettre en place une autre entreprise qui va être mise en place pour collecter l'impôt sur le revenu de chaque Américain et qui est connu aujourd'hui sous le nom de IRS ou Internal Revenue Service, qui est une entreprise privée, c'est très facilement trouvable et qui est incorporée à Porto Rico. Donc, en outre, on a souvent tendance, pour revenir à notre situation principale qui est celle de la Fed, on a souvent tendance à penser que la Réserve fédérale américaine est une institution gouvernementale. Et je crois que tu en parlais en début d'émission, Fanny. Mais ce n'est pas le cas, parce que la Fed fonctionne grâce à un mécanisme de 12 banques de réserve fédérales qui sont des entités privées, détenues par des actionnaires institutionnels, là également qui sont privés. Donc les propriétaires de ces 12 banques fédérales sont, je vais vous en citer quelques-uns, les Rothschild de Londres, les Warburg d'Hambourg, Paul Warburg qui est à l'origine de la création de la Fed, tiens, Rothschild de Berlin, les Lehman Brothers de New York, Kuhn Loeb de New York, Chase de New York également, la Chase Bank. Donc ce sont des entités privées qui gèrent les 12 banques de réserve fédérales qui composent la Fed aujourd'hui. Donc on voit que de l'idée d'une banque nationale pour servir la nation américaine, on se retrouve à être la proie d'une bande, on va dire, de banquiers internationaux qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la nation, mais qui sont bien des acteurs privés. Donc l'acte de 1871, concrètement, il a permis à une entreprise privée et étrangère, sous le contrôle de la couronne d'Angleterre, de détenir les clés de l'imprimante à billets qui se situe au département du Trésor américain. Cette entreprise est aujourd'hui connue sous le nom de Fed, donc la Banque de la Réserve fédérale américaine. Et comme expliqué plus haut, la Fed se présente souvent comme étant une entité à but non lucratif qui est une des branches du gouvernement américain. Mais en réalité, son conseil administratif n'est pas élu et ses réunions sont toujours derrière porte close, loin du public. Donc les membres du conseil d'administration de la Fed sont choisis par le président à partir d'une liste préparée par les banquiers eux-mêmes. Et cette culture du secret qui entoure la Fed est d'autant plus suspicieuse lorsque l'on sait qu'elle gère aujourd'hui la politique monétaire mondiale et que cette entreprise privée est considérée par beaucoup comme étant le gendarme financier du monde. Maintenant, des sources assez intéressantes pour ceux qui veulent affiner un peu plus ce sujet de la création de la Fed. Il y a The Creature from Jekyll Island par G. Edward Griffin, qui est extrêmement pertinent. En français, on a également Les Secrets de la monnaie par Gérard Fouché, que j'aime beaucoup. Et une ressource que m'a conseillé Hugo, qui sont les Secrets de la Réserve fédérale par Eustace Mullins. Donc, ce sont des ressources qui sont tout aussi intéressantes si vous voulez approfondir ce sujet de la Fed. Et je ne peux pas m'empêcher de vous recommander aussi 1999, Le plus grand secret de l'humanité, qui traite ce sujet de la Fed. Justement, la plupart des contenus sont tirés de ce livre, mais d'une façon beaucoup plus synthétique. Donc, ce serait plutôt une synthèse de ces 3 autres ressources sur le sujet de la Fed. Mais il y a d'autres sujets dans ce livre qui sont abordés, qui sont en rapport avec la Fed également. Donc voilà en ce qui concerne le sujet de la Fed pour ma part. Merci beaucoup. Je vais peut-être un petit peu spolier la suite, mais je vais le faire en guise de conclusion. Donc on constate que après nous avoir mis en esclavage, je dis nous parce qu'il ne s'agit pas seulement que des Américains. Hein. Chez nous c'était pareil après. C'était un cartel, on peut appeler ça comme ça, un cartel de banquiers qui a mis la main sur le monde en réalité, qui nous a mis en esclavage en créant la dette. Et puis ensuite, qui va continuer à nous manipuler
en se servant et en créant de toutes pièces des guerres mondiales pour continuer à diriger tout ça. Exact. Et puis on l'a vu au travers de ce parcours de l'histoire de la Fed, hein, que le mécanisme, c'est exactement celui que tu expliques, Fanny. Hein. L'un de leurs dictons préférés, c'est de ne jamais laisser une crise être perdue. Donc, ils créent le problème et ils apportent la solution. Et on le voit clairement à travers l'histoire, comment ça s'articule. Et les guerres sont un thème récurrent de la part de ces contrôleurs pour pouvoir avoir de plus en plus d'emprise sur les zones géographiques qu'ils souhaitent et le monde entier à terme. Mais si vous souhaitez, on peut vous proposer une seconde partie. Vous nous le direz également. Je ne sais pas si on a une section commentaires, mais on peut continuer sur la suite de la Fed, les ramifications de la création de la Fed, avec notamment ce qui va se passer au niveau financier à la fin des années 30, qui vont nous amener vers la fin des années 70, qui sont des moments clés au niveau financier pour comprendre comment ensuite les contrôleurs vont utiliser la création d'une entité comme la Fed pour pouvoir mener à bien leur agenda de contrôle du monde entier. Et ouais, c'était l'histoire d'un organisme privé qui s'est fait passer pour une institution publique. On a le même modèle ici en Europe. Hein. Et jusqu'à 2020, c'était le cas de plus de 90% des pays du monde. De toute façon, dès qu'on a vu arriver les premiers milliardaires, les premiers individus plus riches que certains pays, les dés étaient pipés. Ils ont pris leur temps, se sont organisés, ils ont réécrit les règles du jeu, faisant de nous des pions qui courent après une dette perpétuelle, piégés comme un hamster dans sa roue. Mais la bonne nouvelle, c'est que leur modèle d'escroquerie façon pyramide de Ponzi ne pouvait par définition pas durer éternellement, même en jouant à l'échelle de la planète. C'est aussi pour ça qu'ils voulaient camoufler cette fin de cycle sous le paravent d'une pandémie et d'une guerre mondiale. Parce que jusque-là, ils étaient à l'aise, hein, avec leur cocktail de corruption, coup de pression, coup d'état, chantage et pire, hein, ils avaient les coups des franches pour, comme tu dis Boris, faire avancer leurs agendas de contrôle et de manipulation des peuples. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, comment ils ont joué leurs cartes après avoir édité leurs propres règles, histoire de comprendre comment on est arrivé dans cette situation économique absurde, sur la mélodie d'un esclavagisme qui ne dit pas son nom, au rythme d'une succession de conflits et de gouvernements complices. Parce qu'il faut comprendre tout cela afin que ça ne se reproduise jamais. Et c'est un plaisir de faire cette mission avec toi, Boris. Merci d'avoir autant soigné le sujet. Je sais que tu as passé du temps, c'était captivant, c'était parfait. C'est vraiment capital de comprendre cette notion de dette, puisque maintenant, quand on écoute encore, pour les gens qui écoutent encore les mainstream, on nous rabat les oreilles toujours avec cette dette. Ah oui, mais il y a la dette, et avec ce fantôme de la dette, on nous fait accepter de plus en plus de choses. Donc c'est vraiment très important que les gens comprennent les origines de tout ça, pour en finir justement, pour arrêter d'être esclave de ce système. C'est clair, et ça commence par là, et je crois que tu as absolument raison lorsque tu dis, surtout aujourd'hui, où cette dette est devenue un fantôme, hein, littéralement. C'est excellent ce que tu dis, parce que on en arrive à des niveaux qu'on ne peut plus concevoir, qu'on ne peut plus imaginer. Lorsqu'on parle de 30 trillions de dollars, ce n'est plus tangible à l'heure actuelle, et ça montre exactement ce que tu expliques, c'est que c'est une illusion entre guillemets, mais qui permet vraiment dans l'esprit des gens de pouvoir faire avancer d'autres agendas de contrôle et de manipulation qui sont beaucoup plus importants. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci Fanny, merci Boris. Je rappelle qu'on peut se procurer ton livre sur 1999lelivre.com et chez tous les bons disquaires, comme on dit. On peut te retrouver sur ta chaîne Odyssée avec de bonnes vidéos sur les dates clés de cette histoire, et aussi avec Black Bond et le canal 17 sur Telegram, sur YouTube, Twitter. Vous êtes partout. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, de vous informer. Soyez curieux et posez-vous les bonnes questions. Concentrez-vous sur le factuel, ne vous laissez pas distraire. Nous sommes en train de reprendre notre souveraineté, la planète vibre de plus en plus fort pour nous éveiller. Gros Schumann en ce moment. Soyez acteurs de ce monde en pleine mutation. Prenez soin de vous, restez ancrés et surtout soyez prêts, car le meilleur est à venir.